Nous allons de retour sur ce plateau pour nos moments de discussion. Ulrich, bonjour. Bonjour Tanguy. Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. Allez, on va continuer à parler de la Journée mondiale de la liberté de la presse. C'était samedi dernier. De par le monde, les professionnels des médias ont fait une pause pour réaliser les conditions dans lesquelles ils sont et les défis qui s'imposent à eux. Au Bénin, l'exercice a été en tout cas de mise. Notamment sous l'égide de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, qui a fait quand même une séance de discussion et d'échange avec les professionnels des médias. On va commencer déjà nos discussions par nous intéresser à ce déclassement-là. Je dois dire, de Reporters sans frontières, on est passé de la 89e place à la 92e dans le monde. Un recul, ça c'est évident. Mais quelle analyse, Eric ? C'est d'abord un constat malheureux. Vous savez, si on a pu apprécier le fait que le Bénin soit classé comme l'un des pays les plus propres dans l'Afrique de l'Ouest, il faut se désoler de ce que, en matière de liberté de la presse, eh bien, nous n'évoluons pas du tout. Et cela ne devrait pas nous honorer dans la mesure où, quand un classement vous met dans cette position, il y a donc des éléments sur lesquels l'État doit travailler pour garantir à l'environnement des médias cette liberté-là. On le dit assez suffisamment, souvent même à l'occasion de cette célébration de 3 mai, mais on a toujours le sentiment de ne pas décrocher l'attention, n'est-ce pas, des dirigeants sur cette question-là. Il est peut-être temps de dire les choses autrement. Voir les médias comme une menace, c'est grave. C'est un problème parce qu'on a le sentiment que pour les personnes qui nous dirigent, je le dis de façon globale dans tous les pays, on se dit si on assure une liberté absolue au secteur des médias, cela peut se retrouver contre nous. Et je pense que c'est à ce niveau que, de leur côté, ils essaient de verrouiller au maximum, ils essaient de trouver des mécanismes pour justement empêcher les médias de faire véritablement le travail comme cela se doit. Mais la conséquence est là. Et je pense que, à la fois, ça nous touche que malgré que nous soyons au charbon matin, midi, soir, que nous sommes toujours à ce classement, et cela devrait aussi interpeller le gouvernement qui, en réalité, devrait voir à travers ce classement aussi leur faiblesse de ne pas créer un environnement sécurisé, favorable pour l'expression des médias. Ulrich, quelle analyse ? Oui, je commence déjà par exprimer une sorte de désolation en ce sens que, au lieu de connaître une avancée, nous allons vers le recul, et ce qui est quand même dommage, mais ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas un résultat, ce n'est pas... Pourquoi c'est pas étonnant ? Une analyse qui doit surprendre le Bénin, étant donné que, vous savez, il y a des termes, il y a des critères sur lesquels Reporters sans frontières se focalise. Et nous n'allons pas seulement dire que oui, c'est parce que la presse est embastillée, la presse est bâillonnée. Mais vous savez, un seul organe fermé, c'est un recul pour la liberté de la presse. Une seule carte de presse de journalistes retirée, c'est un recul de la liberté de la presse. Et vous savez, que ce soit par la faute du journaliste lui-même, que ce soit par la faute de l'organe, ou pas, une fois que un organe a été fermé, ça veut dire qu'il y a un problème par rapport à la liberté de la presse. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous les avons enregistrés récemment. Nous avons eu beaucoup d'organes fermés, nous avons eu des organes qui ont été suspendus, nous avons eu des organes qui ont été mis en demeure, nous avons des cas de presse qui ont été retirés, mais je me demande pourquoi les gens sont surpris de constater que nous avons connu un recul. Nous avons connu un recul parce que nous savons déjà qu'il y a des critères qui montrent que le recul était évident. Et là maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de travailler pour que demain, l'année prochaine du moins, que nous n'ayons pas, ou que nous puissions quand même avancer agréablement dans le classement, de sorte à ce qu'on puisse dire qu'est-ce oui, qu'on est le Bénin reprend de la plume de la bête. Qu'est-ce qu'on est gagné au fond? Parce que c'est pas la première fois on recule, c'est pas la première fois on monte. C'est une oscillation. On y gagne beaucoup. On y gagne déjà la crédibilité de la presse béninoise. Parce que, qu'on le veuille ou non, la presse joue un rôle prépondérant, un rôle très important dans l'évolution de la démocratie, dans le système démocratique. Et quand vous avez une presse qui, à un moment donné, ne répond plus
comme cela se doit dans le système démocratique, effectivement, il y a un recul. Alors là, nous avons intérêt à avancer. L'intérêt à avancer, c'est multidimensionnel. D'abord, il y a la responsabilité des organes de presse, la responsabilité des journalistes et la responsabilité des autorités, mais aussi la responsabilité des populations, des consommateurs des produits de presse. Déjà par rapport aux organes, nous avons constaté que effectivement, il y a certains organes qui parfois ne respectent pas la ligne qu'il faut, de sorte à ce qu'il y a des informations qui sont circulées, qui sont véhiculées, et on revient chaque fois parfois pour des erratums, pour expliquer, pour dire que nous avons commis des erreurs. La presse, normalement, ne doit pas faire des erreurs. Nous donner des informations sûres, fiables et crédibles. C'est vrai qu'il y a la primeur de l'information qui joue. On veut donner l'information, être le premier à donner l'information, mais ce n'est pas parce qu'on veut être le premier à donner l'information qu'il faut donner des informations pas tout à fait vrai, pour revenir le lendemain, présenter des excuses. Je pense que c'est ça déjà le problème. Et il y a aussi d'autres organes qui ont fait pire que ça, et nous avons vu des condamnations de l'ODEM. De l'autre côté, il y a le rôle du journaliste. Le journaliste qui doit savoir que son métier est codifié. Son métier répond à des normes. Le journaliste n'est pas un web activiste. Le journaliste travaille selon des règles et des critères. Il a appris, il a été formé pour traiter l'information. Il sait d'abord aller chercher l'information, même quand l'information vient de n'importe où, il sait comment traiter l'information, comment tirer l'ivraie du vrai. Il sait comment donner aussi l'information de sorte à ce que, même si c'est une information qui est assez sensible, comment donner l'information pour que ça ne crée pas une désunion au sein du pays, que l'information ne puisse pas entamer la cohésion nationale. Donc le journaliste a appris à faire tout ceci, et le journaliste sait comment diffuser l'information, parce qu'une seule information diffusée, publié à un moment donné, ne se rattrape plus jamais, parce que c'est déjà parti. Lorsque vous envoyez et 100 personnes ont reçu l'information, au moment où vous excusez, ce n'est pas évident que ces 100 personnes-là suivent l'excuse. Maintenant, ça peut être moins. Oui, maintenant, quand je parle, par exemple, des dirigeants, oui, Eric a déjà dit, il ne faut pas aujourd'hui que les dirigeants voient la presse comme une menace. Non, je suis désolé. Je pense que la presse accompagne le développement, la presse accompagne la démocratie, mais quand, à des moments donnés, dès que la presse commence par donner des informations, ou la presse veut avoir certaines informations, vous n'êtes pas censé regarder un peu. Nous prenons un cas très simple qui s'est passé récemment, les attaques djihadistes et tout ça. Regardez le temps que le gouvernement a pris avant de donner les informations officielles. Oui, mais il faut au gouvernement de faire son petit bilan avant vous savez, en situation de crise, pour gérer la communication de crise, c'est que dès que la scène, l'événement a lieu, il faut rapidement faire un communiqué, revenir après les chiffres. Mais vous savez, quand on dit revenir après les chiffres, revenir avec les chiffres, quand vous avez un gap de plus d'une semaine, attendez, là, ça pose un véritable problème. Et à côté, vous avez les réseaux sociaux qui sont là, toujours à l'affût de certaines informations. Donc, quand vous laissez le vide de l'information et que la presse n'a pas les outils, je dirais, les ingrédients pour assaisonner son article, l'article, vous laissez la place à la désinformation, parce que ceux-là qui sont sur les réseaux sociaux, qui utilisent les réseaux sociaux comme ils veulent et comme ils l'entendent, vont récupérer l'information, distiller l'information, la fausse d'ailleurs, au sein de la masse publique. Mais pour revenir, les journalistes, eux, qui ont appris à traiter l'information, qui prennent du temps pour faire le sondage, faire des récupérations, recoller les morceaux, pour être sûr que c'est vraiment l'information sûre, ceux-là attendent la bonne information. Ils vont parfois pour titiller les autorités, mais c'est à la fin, c'est quand les autorités acceptent qu'elles viennent de l'information. Je pense qu'il y a ce côté. Maintenant, enfin, la population, la responsabilité aussi de la population, c'est qu'il faut aujourd'hui que la population commence par faire une nette distinction entre le web activiste et le journaliste. Le web activiste, il a juste son smartphone, il publie tout ce qu'il voit, comme il veut, il fait les commentaires comme il veut, il s'improvise rédacteur d'articles, il écrit ce qu'il a envie d'écrire selon son humeur et selon ses aspirations, mais le journaliste n'écrit pas ce qu'il veut. Le journaliste donne les faits. J'ai entendu, j'ai vu. Je vous fais lire ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, il vous rapporte les faits. Et ça, c'est la différence. Le journaliste a appris à traiter l'information. Donc, quand la population n'arrive pas à faire la distinction à ce niveau, parce qu'il arrive d'un moment, il est arrivé même plusieurs fois où des web activistes se lèvent, ils écrivent des informations et ils signent, et à l'après on dit oui, c'est la presse qui a donné l'information. Non, il est temps que la population commence à faire cette démarcation entre ceux-là qui, juste avec un smartphone, s'improvisent journalistes, et ceux-là qui ont appris à faire le métier et qui continuent d'apprendre à faire le métier. Donc je pense que ça fait 4 niveaux
4 niveaux de travail, donc tous ces Alors, nous sommes dans une partagés. période sensible. Nous allons vers une période sensible, notamment les élections générales. Ça peut être aussi un signal, non, Eric, à savoir que nous sommes en train de nous écarter peut-être soit du bon chemin ou du mauvais chemin. Je ne sais pas sous quel angle on se met, de sorte à ce que nous nous réveillons. Avant, Tanguy, je pense que s'il y a une évidence, c'est bien ce classement-là. Et cela n'étonne personne, contrairement à l'URICH, parce que pour nous-mêmes qui apprécions notre environnement, nous savons ce qu'il y en a. Et pour même le public qui a commencé par se faire une idée des conditions dans lesquelles nous travaillons, ce n'est pas un classement qui étonne, justement. C'est le contraire qui nous aurait étonné quand on a fait de fait cette lecture, qu'on voit le Bénin positionné en pole position. On se demanderait de quelle façon. Est-ce que c'est de la magie pendant que Golf est fermé, pendant que les cas de presse sont retirés à certains journalistes, pendant et tout ça. Donc, je pense que le classement est resté fidèle à l'environnement dans lequel nous évoluons. Peut-être même que, moi je me disais, je m'attendais à ce qu'on soit peut-être encore un peu plus bas. Et je fais une comparaison. Quand vous voyez les périodes où le Bénin était cité un exemple en matière de liberté de presse, sous Kérékou et légèrement un peu sous Bonoyaï, le Bénin n'est pas tombé. Ça n'a pas empêché à ces présidents de dérouler leur agenda, en tout cas de donner au peuple béninois ce qu'il était de leur pouvoir, justement. Et c'est en cela que continuer par penser qu'une presse libre est un danger pour la République. C'est une erreur. Parce que les conséquences sont là et on peut les mesurer sur plusieurs plans. Je pense aussi que non, il y a matière à s'inquiéter, justement. Nous allons, justement, comme dans nos pays, parce que les élections dans des pays que nous pouvons citer ne sont jamais vues comme une période de crise ou une zone rouge. Il n'y a que chez nous, parce que on se dit, dès lors que les jeux ne sont pas clairs, dès lors qu'il y a un code électoral qui est querellé, dès lors qu'il y a ceci, qu'il y a cela, eh bien, il y a des violences en perspective. Et c'est peut-être ce que nous partageons un peu avec nos pays voisins. Et donc, c'est devenu une maladie un peu que nous partageons ensemble. Et donc, dans ces genres de situations, vous demandez à des journalistes de travailler comment? Et déjà que tout se repose sur nous, parce que on ne peut pas prétester de ce que, oui, parce que nous sommes suffisamment encadrés dans notre façon de travailler, n'est-ce pas, que nous devons croiser les bras, tout jeter, un peu comme l'a relevé Ulrich, laisser le terrain aux web activistes, laisser le terrain aux réseaux sociaux. Mais qu'en sera-t-il de notre démocratie? Parce que nous allons finir avec les élections, qu'on le veuille ou non. Ça ne va pas durer indéfiniment. Et on va se regarder après. Et donc, je pense qu'en cela, le pouvoir public a un rôle à jouer. Nous sommes des partenaires. Et ce que nous avons en commun, c'est la démocratie. Et chacun doit pouvoir jouer son rôle. On peut comprendre que la gestion de l'information du côté du gouvernement en termes de communication, c'est peut-être une stratégie de ne pas mettre à notre disposition cet nombre d'informations. Mais quand l'information finit par tomber, nous avons aussi la responsabilité de traiter cette information comme cela se doit. Le temps qu'on met pour publier une information ne doit pas être un handicap pour nous véritablement de faire notre travail. Et j'en conviens avec Ulrich que le public à qui nous servons de l'information doit aussi faire la différence et faire la part des choses entre des médias professionnels avec des journalistes professionnels qui ont le temps la plupart de collecter, du temps, les populations sont accrochées à la sensation, justement, à tout ce qui est en tout cas sensationnel et tout. Et ça peut se comprendre que les médias traditionnels qui font en tout cas les trucs de façon professionnelle ne soient pas bien vus ou en tout cas n'aient pas la bonne écoute. Allez, on va s'intéresser maintenant, je dois dire, puisqu'on parle de médias, de professionnalisation, s'intéresser un peu à l'un de ces grands défis là. En tout cas, quand la HAC s'est installée, la HAC locaux, le défi majeur c'était de ramener l'église au milieu du village, c'est-à-dire procéder à l'assainissement du milieu de la profession. Alors, ça fait quelques mois qu'ils sont là. Le point, il est riche. Vous n'avez pas fini la phrase. On a voulu ramener l'église, mais qu'est-ce qu'on a ramené au sein du village? Je ne sais pas, hein, c'est le Toulégois qui est venu ou qu'est-ce qui est venu? Bon, d'accord. De toute façon, l'église, Toulégois, c'est toujours la croyance qu'il faut. Oui. L'essentiel, c'est que la maison soit plus ou moins propre. Oui. Voilà. Effectivement, on a vu une RAC qui est venue, qui a commencé effectivement par faire un travail donné. Et
très vite, des décisions ont été prises. On a demandé à certains organes de se régulariser. Jusque-là, c'est acceptable. Mais très vite, on a vu également des cas de presse qui sont retirés. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Des gens bien précis. Je suis tout à fait d'accord. Pas tout le monde. Mais jusqu'à présent, vous savez, quand on regarde l'univers de la presse médiatique et qu'on sait que la RAC a des prérogatives d'autosaisine, on constate qu'il y a certains à qui on le fait. Mais il y a d'autres qui exercent bien leurs fonctions, qui publient des informations plus ou moins, est-ce que je dirais tendancieuses ou peut-être assez sensibles, mais qui ne sont pas inquiétés. Je pense que le Tolegba n'a pas bien réuni les éléments autour de le Tolegba doit agir de façon holistique, de façon exhaustive, de sorte à ce que les journalistes ou que les organes de presse n'aient pas l'impression qu'il y a certaines qualités de journalistes ou certaines qualités d'organes qui sont beaucoup plus sous le regard bienveillant du Tolegba ou malveillant du Tolegba. Ceci étant dit, il faut qu'on comprenne que tous les organes du Bénin, dans l'ensemble, je veux dire, que ce soit de la presse écrite, de la télévision, de la radio ou de la presse numérique, que ces organes, quelle que soit leur ligne éditoriale, consentent que la RAC fait son travail de façon très impartiale. Parce que parfois, quand certains donnent certaines informations, ou parfois publient certaines informations, mais ne sont nullement inquiétés par cette même RAC, pendant que d'autres donnent des informations qui sont peut-être similaires ou peut-être s'apparentent à ce que l'autre a eu à faire, et que c'est ceux-là, seuls, qu'on interpelle. Ça pose un problème. Des gens commencent par se poser des questions, se demandent, est-ce qu'on n'a pas vu l'autre? C'est ce qu'on se dit. Est-ce qu'on n'a pas vu l'autre? Donc je pense que c'est une doléance personnelle que je formule à la RAC. Je voudrais que cette autosaisine soit beaucoup plus holistique, qu'on soit beaucoup plus collective, qu'elle soit objective. Je pense que c'est très important. Je suis d'accord pour l'assainissement, je suis tout à fait d'accord, je suis partant pour l'assainissement. Effectivement, il faut faire en sorte que la presse béninoise ne soit plus le réceptacle de ceux qui n'ont pas trouvé de métier et qui se disent, bon, si je ne sais pas faire quelque chose au moins, je peux être journaliste du jour au lendemain, je sais au moins parler français justement, alors que c'est un français approximatif, sinon lacunaire. Oui, vous savez, il y a un constat que je fais, et c'est peut-être l'ironie du sort. Vous savez, notre secteur évolue de génération en génération. Et quand je retourne un peu en arrière, je vois les périodes où Reporters sans frontières classe le Bénin en pole position. À l'époque, ceux qui étaient des journalistes qu'on connaissait véritablement, aujourd'hui sont à des postes de décision. Et ça se passe comme ça. Je me dis que quelque part, il y a un problème. Parce que, à leur place, j'aurais un peu mal au cœur d'imaginer que quelque chose a dû se passer. Pendant que j'exerçais, oui, c'était la bonne santé, c'était la bonne santé, un poste de pouvoir où je dois prendre des décisions favorables